Voilà, donc on va parler de stress, de gestion du stress, de comment on peut en mettre en place des petites habitudes simples. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de faire parfait tout d'un coup, mais plutôt de mettre en place petit à petit, un certain nombre de petites habitudes qui se transforment au bout d'un moment, on l'espère en tout cas, en grands changements. Et puis on a aussi des périodes de vie, des moments où, on n'est pas, au top et ça, c'est OK de le prendre en compte aussi. Donc dans votre bilan, prenez vraiment en compte heu, votre particularité du moment. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure sur ce qui se passe en ce moment pour vous. Alors, l'hygiène de vie, bah, quand on parle d'hygiène de vie, juste quand même pour qu'on soit un petit peu tous sur la même ligne, c'est simplement un ensemble de principes et de pratiques, qui visent à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de l'organisme. C'est pour ça que je vous disais, on va avoir beaucoup de choses qui sont vraiment physiologiques. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on manque de sommeil, quand on est stressé, quand on mange pas bien, quand on bouge pas assez? Le fait de le comprendre vraiment, d'avoir des points de repère de ce qui se passe permet déjà de rééquilibrer, assez presque automatiquement. Alors, est-ce que pour certains, vous avez peut-être une idée particulière? Bah, c'est incroyable, il y a une petite mouche qui se balade. Elle va nous faire de la gestion du stress, en direct, au niveau du bégon. Est-ce que pour certains, vous avez peut-être votre définition de l'hygiène de vie ou des choses que vous avez déjà mises en place qui sont pour vous des piliers vraiment auxquels vous ne dérogez pas? Peut-être que certains sont des grands sportifs, peut-être que certains font de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la méditation, ont une alimentation particulière. On va parler de l'alimentation aussi. Je ne suis pas du tout nutritionniste, donc je vais vous en parler d'un point de vue de l'équilibre alimentaire et de l'équilibre physiologique corps-esprit, hein. Ça, c'est vraiment la particularité de ma discipline, qui est la sophro, c'est-à-dire on vise vraiment à la fois à calmer ce qui se passe au niveau de notre mental, on va le voir, et en même temps calmer les tensions corporelles. Ce qui fait que quand là, on fonctionne à peu près à un rythme physiologiquement OK, où on arrive à penser, on arrive à faire toutes les choses qu'on a à faire dans notre quotidien, mais sans être complètement en tension, sous pression, en hypertension et en stress, et ben, voilà, on peut faire tout ce qu'on a à faire dans un équilibre de vie normal. Il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est tout à fait normal. On va en parler aussi. Moi, j'applique à peu près la règle du 2 tiers, un tiers. C'est-à-dire que si sur une journée, on est plutôt en 2 tiers de positif neutre, voilà, les choses se font tout à fait normalement, pas besoin que tous les jours soient absolument extraordinaires, mais 2 tiers et où on garde un tiers avec peut-être des coups de stress, des moments d'accélération, des moments où c'est moins marrant, des moments où on doit plus se concentrer, où on doit être dans la résolution de problèmes. Et rien que de le changer, hop, il y a un petit changement de rythme qui se passe. La règle des 2 tiers, 1 tiers, elle nous permet de faire un peu déjà un bilan de comment ça se passe. Si on est en complètement en hyper stress toute la journée, bah, en général, on n'a même pas besoin de faire le bilan qu'on fait là, on le sait, on le sent, hein, donc on va le voir aussi. On peut avoir des sensations d'oppression, de palpitations, de tension musculaire, l'impression que dans la tête ça tourne tout le temps. Mais si on arrive à être en équilibre à peu près 2 tiers dans la journée, rien de ce qu'on va voir aujourd'hui n'est une prévention à 100 de tout stress et de tout petit déséquilibre, hein. L'être humain, il est fait pour être sur des vagues, de mieux à certains moments, de moins bien à d'autres, mais on est dans des vagues, supportables et qu'on peut tout à fait, surfer normalement. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on est plutôt en grande montagne russe, hein, avec, des grands moments de stress, puis on n'a pas tout à fait le temps de descendre, que ça remonte encore. Donc ça, on va voir que ça peut vraiment se traduire physiologiquement sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, sans qu'on soit complètement dans le tout psychologique ou, on va voir vraiment que ce lien corps-esprit est vraiment important. Alors, dans l'hygiène de vie, dans l'ensemble de ces principes et de comment ça peut avoir un impact vraiment sur nous dans notre environnement, il y a un certain nombre de facteurs qui ne sont pas tellement modifiables. Ça, c'est notre biologie. Pour certains facteurs, c'est génétique. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, qui sont aussi liées à notre environnement, hein. Donc parfois, c'est aussi, par exemple, les gens qui peuvent avoir des pathologies chroniques, ben, on va voir que c'est à la fois une conséquence, mais en même temps, tout ce qu'on va voir là, ça permet aussi d'éviter des complications, de se remettre en équilibre, d'apporter plus de bien-être et de se remettre dans une forme de cercle positif. Donc les facteurs de la biologie sont vraiment importants à prendre en compte. On n'a pas du tout tous le même métabolisme. Donc pour certains, et là on est quand même assez nombreux, donc il y en a pour qui, c'est plutôt les explications qui vont concerner l'aspect mental qui vont tout de suite leur parler. D'autres, ça va être corporel, ils vont tout de suite identifier un certain nombre de choses. On est tous extrêmement différents. Donc là, on est vraiment dans un espace où je vous demande beaucoup de bienveillance par rapport à tout ce qui est partagé là, parce que tout ne va pas parler de la même manière à tout le monde et puis parfois, il faut aussi plusieurs fois avant qu'on affine la compréhension
d'un concept, d'un principe et puis tout d'un coup ça clique. Donc j'espère que certains aujourd'hui auront peut-être des clics comme ça. Mais c'est vrai que notre métabolisme rentre en ligne de compte. On n'est pas tous pareils. On va le voir, ça a une très grande incidence, notamment sur la gestion du stress. Les facteurs environnementaux, là aussi, certains aujourd'hui, vous êtes chez vous, certains sont au travail, ce ne sera pas le même stress, ce ne sera pas les mêmes distractions, ce ne sera pas le même environnement. Mais ça, bien évidemment, à une échelle un peu plus importante, ça dépend aussi de votre poste de travail, de votre, environnement familial, de votre environnement alors l'esprit comme le corps, on va voir, c'est les 2 en même temps. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui rend, difficile aussi de l'expliquer, c'est que vraiment les 2 ont une incidence simultanée. Je vais vous montrer un petit schéma après où vous allez, j'espère bien comprendre ça, sinon on y reviendra. Et puis les facteurs comportementaux et c'est là-dessus qu'on va pouvoir avoir une incidence, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire qui nous mettent plutôt dans un cercle pas super positif, c'est-à-dire qu'une chose va en entraîner une autre, va en entraîner une autre et puis, va plutôt, par exemple, empirer des problèmes de sommeil ou faire en sorte qu'on récupère moins bien ou, peut-être, empirer, pour certains, ça va se traduire par des allergies, d'autres des maux de tête, d'autres des maux de ventre, d'autres des tensions corporelles. Là encore, il y a toute une palette au niveau de la symptomatique. Et puis, sur ces facteurs comportementaux, ce qu'on essaye de faire avec des méthodes comme la sophrologie, mais avec plein d'autres, et on peut tout à fait en parler d'autres, peut-être que certains d'entre vous, vous en pratiquez d'autres, et n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous avez des questions sur certains nombres de pratiques que vous faites. Le but, c'est de faire la marche arrière de ce principe-là et de reprendre ce qu'on appelle le contrôle volontaire, de remettre en route un certain nombre de comportements qui vont, comme la méditation par exemple, entraîner ensuite petit à petit un cercle beaucoup plus positif. Alors là, je ne veux pas du tout vous inquiéter par la liste que j'ai mis en dessous. C'est simplement pour faire un petit rappel quand même qu'il y a de vraies conséquences à une mauvaise hygiène de vie. C'est pas en une fois. De la même manière qu'il faut une répétition du message positif et puis un entraînement comme la méditation. C'est rarement une fois de faire de la méditation qui va avoir un vrai impact d'apaisement mental. C'est de le faire un petit peu tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais c'est de le faire vraiment de manière régulière qui vient changer quelque chose. De la même manière, si on a ce qu'on appelle des mauvaises habitudes, j'aime pas trop ce vocabulaire-là parce que c'est un petit peu culpabilisant, c'est pas l'idée, c'est qu'on est, voilà, entraîné dans un ensemble environnemental, comportemental, de stress et d'adaptation, mais c'est vrai que alors en plus, j'en vois beaucoup en ce moment parce que dans les histoires aussi de post-Covid, mais c'est pas forcément le Covid, mais toute infection post-virale, par exemple, peut aussi entraîner un certain nombre de conséquences. Donc ça, c'est vrai que j'en vois beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent consulter pour, venir retrouver une forme d'équilibre déjà physiologique. Donc on va avoir les affections cardiovasculaires, l'hypertension, l'impression d'avoir des palpitations, enfin qui est pas toujours une impression d'ailleurs, mais ça dépend quelle est Nathalie, vous pourrez regarder en replay, mais quelle est la cause de ça? Mais on va voir comment on peut apaiser déjà ça, tout ce qui va concerner l'hypertension. Tout ce qui va concerner, par exemple, le diabète, les maladies respiratoires, l'asthme, tout ce qui va être plutôt problème digestif, là aussi, il y a un impact direct entre le stress et les problèmes digestifs. Parce que quand on a toute notre énergie qui va être, combinée pour aller essayer de trouver des solutions, pour aller essayer de gérer ce stress qui est là, on va voir que c'est tout à fait, automatique comme réaction, le stress. C'est pas le moment de bien digérer. Donc il y a une corrélation, directe entre la manière dont notre corps va aller puiser toute l'énergie dont il a besoin pour gérer le stress et à ce moment-là, pas nécessairement la digestion. On a mentionné aussi, parce que j'en vois beaucoup en ce moment, mais il y a, les allergies, hein, qui sont, le système immunitaire qui s'inflamme un petit peu, qui réagit beaucoup. Là aussi, il y a des manières où on peut venir, non pas régler la cause de l'allergie, mais en tout cas s'apaiser par rapport à un certain nombre de symptomatiques. Et puis tout ce qui va être concentration, mémoire, impression d'être complètement, dispersé, d'avoir trop de choses à gérer, de choses à faire, cette fameuse charge mentale, la fatigue, le burn-out, là aussi, c'est une problématique tout à fait d'actualité et d'une manière générale, sans aller jusque-là et encore une fois, c'est pas du tout pour vous inquiéter, c'est simplement pour rappeler qu'il y a quand même de vraies conséquences sur le long terme. Mais déjà, en général, on le sent tout bêtement. On le sent qu'on n'est pas tout à fait dans ce qu'on appelle en termes plus scientifiques notre homéostasie, c'est-à-dire notre équilibre, ni en hyperstress où là on est complètement tendu, ni en relâchement total, «Ouais, non, mais là ça va» et là à la limite on a même plus envie de travailler parce qu'on est complètement relâché. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être juste dans notre équilibre et faire toutes les choses qu'on a à faire dans la journée, mais bien, voilà, sans nécessairement partir en escalade du stress et sans nécessairement non plus avoir besoin d'être, complètement en apathie.
Bien évidemment, quand on est fatigué, on va avoir un petit peu plus de mal à faire tourner la machine, mais l'idée est vraiment de remettre un équilibre. Pas nécessairement de se ramollir, hein, c'est pas parce qu'on fait un petit peu de sophrologie ou de méditation qu'on arrête la machine et qu'on ralentit. Alors, on va parler de chaque pilier un petit peu plus précisément. L'alimentation, c'est pas que je vais le passer rapidement, c'est simplement qu'encore une fois, moi je ne suis pas du tout nutritionniste, donc ce dont je vais vous parler, c'est quand même de choses assez générales, mais d'un point de vue vraiment, impact plutôt alimentation et impact sur le stress et comment ça peut venir stresser notre organisme aussi et entretenir, vraiment nous donner de la difficulté à bien récupérer. Alors, simplement déjà des petits trucs, pour avoir une alimentation diversifiée. Un petit truc dont vous pouvez vous souvenir, c'est vraiment d'essayer d'avoir toutes les couleurs et tous les groupes d'aliments. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que je voudrais vraiment faire un focus aujourd'hui sur, plutôt la gestion du stress qui à mon avis est vraiment une partie importante et au cœur d'un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'on peut très, très bien manger, mais si on est hyper stressé, ça ne va pas changer quand même. Mais il y a quand même des points extrêmement importants qui me semblaient vraiment importants de rappeler. Une alimentation diversifiée, mais surtout peu transformée. Les grandes problématiques, ça va quand même tourner beaucoup autour du sel, hein, notamment pour les problématiques d'hypertension et d'alimentation transformée, mais aussi du sucre. Et ça, je tiens vraiment à faire un point là-dessus. Il ne s'agit pas de dire non au sucre. Il y a un peu une mode en ce moment de dire: «Oui, moi, je vais manger complètement sans sucre et enlever tous les sucres». On ne veut pas nécessairement faire d'alimentation restrictive. Pourquoi? Parce que ça vient également stresser l'organisme. Donc on essaye de se rééquilibrer pour donner à notre corps ce dont il a besoin physiologiquement, mais sans le faire pousser au niveau d'une digestion qui va être peut-être un petit peu plus difficile ou des apports qui, par un trop ou par un pas assez, vont mettre aussi notre corps en stress. Et ça, on oublie parfois que le stress, c'est pas seulement des choses qui viennent de l'extérieur, mais c'est aussi comment, à l'intérieur, est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des grosses tensions? Est-ce que je reste en tension comme ça? Et qu'est-ce que je donne à mon corps? Donc ça, le sucre, c'est vrai que c'est une grande problématique en ce moment. On mange trop sucré. Alors le sel, ça fait quand même des années et des années qu'on en parle, mais le sucre, c'est un problème aussi. Il y a énormément de sucre caché dans l'alimentation. Et dans les graisses également, différencier les bonnes graisses de ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Donc privilégier les graisses non saturées, hein, donc notamment les poissons gras par exemple, ce qu'on appelle les bonnes huiles, mais là aussi, c'est absolument pas nécessairement dans l'extrême, sachant que dans les poissons, alors il y a toute une problématique aujourd'hui aussi autour, du fait que les poissons peuvent nager dans des eaux, qui sont, également polluées et donc parfois il faut aussi peut-être se supplémenter en oméga 3 notamment, ou ce qu'on appelle les 3-6-9. Alors tout ça, on ne va pas revenir là-dessus, on verra s'il y a des questions à la fin peut-être plus précises, mais vraiment regarder ces points-là et peut-être aller voir aussi, du côté des nutritionnistes, ce qui peut vous correspondre à vous. Mais en tout cas, avoir de tout, le moins transformé possible, sans être dans la perfection. Il ne s'agit pas de se dire que demain, tout va être fait maison et parce que ça aussi, ça vient stresser, c'est-à-dire qu'on se met beaucoup, beaucoup d'injonctions. Et puis contrôler les portions tout simplement, hein. D'une manière générale quand même, ben, là, c'est pas du tout pour, vous faire avoir une alimentation restrictive, hein, mais d'une manière générale, on pourrait dans nos sociétés modernes manger un peu moins et normalement, on aurait encore de tout. Et manger au calme également. Alors ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est que si je mange parfaitement bien, mais qu'en même temps je suis en hyper stress, ma digestion, ça va pas bien aller non plus. Et ça, on va le voir quand on va parler un petit peu plus précisément des mécanismes du stress. Mais le point que je vous ai mis en capital et celui que j'aimerais que vous reteniez de cette slide-là, de cette, comment on appelle ça? Image-là, c'est vraiment l'hydratation. Et là, je suis prête à parier qu'à peu près la moitié d'entre nous, nous ne buvons pas assez d'eau. Alors je m'inclus dedans parce que je suis la première à oublier dans ma journée, ça relève du réflexe. Alors il faut le transformer en quelque chose où on reprend là aussi le contrôle volontaire, tout simplement, hein, en ayant de l'eau un petit peu partout. Moi, ma technique, c'est d'avoir, une tasse d'eau chaude, une tasse d'eau froide, une bouteille d'eau. Là, je suis sûre que je vais voir à un moment donné, qu'il ne faut pas qu'on oublie de boire, mais surtout les profils un petit peu qu'on appelle très cognitifs et on est tous beaucoup. Oui, un petit peu de citron dans lait d'avoir plus, je suis tout à fait d'accord, moi ça marche pour moi, mais là aussi, trouver ce qui fonctionne pour vous, quitte à avoir des penses bêtes, mais quand on est très cognitif et qu'on passe beaucoup de temps, à notre ordinateur, à être dans notre mental, la place est prise par autre chose et on va oublier nos besoins de base, dont l'eau. On a
tendance vraiment à oublier, là aussi, c'est faut pas se culpabiliser, se dire: «Ah j'ai encore oublié de boire», il faut juste penser à le faire à partir de maintenant. Parce que système nerveux heureux est un système nerveux qui est bien hydraté. Pour vous donner un petit, moyen presque mnémotechnique de comprendre et puis de vous souvenir qu'il faut boire de l'eau, la manière dont fonctionne notre cerveau, c'est par impulse électrique et c'est pour ça que, la fleur d'oranger, moi aussi je trouve que c'est super dans l'eau. C'est pour ça qu'on peut mettre des électrodes et puis mesurer l'activité électrique du cerveau et ensuite les informations de notre cerveau passent son temps à faire des allers et retours tout au long de notre système nerveux pour descendre des informations et puis les remonter pour qu'on puisse ensuite, voilà, prendre des choses, voilà, faire les tâches qu'on a à faire. Ça, c'est le fonctionnement de manière très, très schématique du système nerveux. Pour que l'électricité, elle puisse descendre et remonter, il va falloir un conducteur et dans le corps de l'être humain, c'est en grande partie, c'est l'eau. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Notamment si on est au bureau, s'il y a de la climatisation, il y a tout un tas en plus de choses qui nous déshydratent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ça a un vrai impact aussi au niveau de notre système nerveux. Dans bien des cas, déjà, de bien s'hydrater, de ramener au premier plan nos besoins physiologiques essentiels et primaires. On va le voir dans la gestion du stress. Si la partie corporelle, on n'en prend pas soin, bah, on va toujours avoir un espèce de maillon manquant dans la manière dont on va gérer notre stress et notre équilibre de vie. Alors le café, pourquoi je vous l'ai mis là? C'est qu'en soi le café, encore une fois, moi je ne suis pas nutritionniste, j'ai pas de oui pour, non, heu, voilà, parce qu'il y a de toute façon plein de théories et j'aurais pas du tout cette science-là. Mais il y a quand même une petite chose qu'on oublie et ça, c'est en lien direct avec, l'hydratation, c'est que le café à l'origine, ça fait partie des plantes qui nous purgent un petit peu, qui sont diurétiques, donc qui nous enlèvent de l'hydratation. Donc quand on boit du café, n'oubliez pas votre verre d'eau et pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, il y a quand même une réalité là aussi physiologique à essayer de ne pas boire de café dans l'après-midi. En tout cas, après 15 heures, à essayer d'éviter le café, le thé. Notamment aussi pour les gens qui ont des palpitations, je le vois beaucoup en ce moment, problème de respiration, moins d'amplitude, respiration haute, et un petit peu sensation de palpitation qui peuvent être tout à fait empirées par le café aussi. Donc observez-vous et souvenez-vous de bien vous hydrater. Le café déshydrate, hein, donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais après, c'est vrai qu'on entend beaucoup de principes, «Non, il ne faut pas boire de café, c'est pas bon» ou «Oui, il faut boire du café, c'est très bon». Sophrologue, il est toujours un petit peu au milieu en train de se dire: «Non, mais soyons juste réalistes, observons-nous, voyons comment pour nous, chacun individuellement, ça marche en se souvenant quand même d'un certain nombre de principes, de base et là, quand même, c'est vrai qu'au niveau de l'hydratation, n'oubliez pas de boire si vous êtes des buveurs de café. Alors, au niveau de la gestion du stress, ça me paraissait important de le placer déjà là, parce que c'est tout à fait lié, hein, on l'a vu déjà. Si on reste très, très en stress, on a beau avoir la meilleure alimentation du monde, il y a toujours quelque chose qui va être en déséquilibre. Alors juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'est le stress, ça me semble très, très central et puis ensuite on continuera à détailler un petit peu plus le sommeil et puis un petit peu plus les problèmes de sédentarité. Le stress, pour vous donner une définition, parce que je pense que tous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, hein, je m'inclus dedans aussi, on a des moments où on est stressé. Normal, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire: «Faites de la sophrologie, de la méditation ou toute autre méthode et vous aurez une espèce de prévention absolue contre tout stress et vous serez zen en toute situation». C'est pas l'idée parce que le stress, alors j'aime pas trop dire qu'il est utile ou positif parce qu'il est jamais très, très agréable, mais il est normal en tout cas. Il est bien normal. Il nous fait réagir, il nous fait nous concentrer, il nous fait trouver des solutions, il nous fait nous mettre en mouvement. Plutôt que de parler de positif, négatif, moi j'aime bien parler d'un mode d'action. C'est-à-dire par exemple quand on est dans l'action de la vie quotidienne et du travail, ben, on est toujours sur le qui-vive en train de faire 50 milliards de trucs et qu'on n'a peut-être pas de pause dans la journée. On est en stress, mais c'est pas forcément un stress qu'on vit de manière négative. On peut aussi tout à fait aimer ce qu'on est en train de faire. Simplement, on n'a pas de pause et on passe pas ce qu'on appelle un petit peu en mode en petit peu plus scientifique, je vous l'expliquerai, en mode, on appelle ça parasympathique pour ceux qui ont, heu, voilà, je vous laisse peut-être pour répondre, ceux qui ont des questions sur ce qui a été dit, peut-être vous pouvez vous répondre entre vous, parce que sinon j'arriverai pas à suivre le fil. Mais en tout cas, le replay normalement sera disponible, hein, pour la personne qui a loupé cette partie-là. Donc, ce fameux stress, il est absolument normal et il est la réaction de quand je suis dans un environnement, j'ai l'impression, donc ça c'est vraiment comment le stress se déclenche de manière complètement inconsciente, quel est le mécanisme du stress? C'est que mon organisme détecte ce fameux système nerveux dont on parlait qu'il faut bien garder hydraté,
Mon système nerveux va détecter, par naissance tout simplement, hein, et puis faire des associations de manière complètement automatique. On appelle ça le système nerveux autonome, fonctionne tout seul. Va détecter un certain nombre de choses qui me donnent l'impression que dans un environnement, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je ne vais soit pas avoir les ressources matérielles, corporelles. Imaginez, on parle souvent de ce qu'on appelle le fight or flight, le fuite ou combat, qui sont des réflexes que l'être humain a depuis, l'origine de l'humanité, qui ont nous permis de garder l'humanité en vie, qui sont simplement des réflexes de survie. Si je suis poursuivie par un animal sauvage, mon organisme détecte automatiquement qu'il y a un danger, hein. Si je vois un ours, mon cerveau associe directement et envoie tout de suite des signaux à mon corps qu'il va falloir pomper un petit peu plus de sang au niveau du cœur, qu'il va falloir pomper un petit peu plus d'air au niveau de mes bronches et des poumons, qu'il va falloir mettre mes muscles en mouvement pour pouvoir déguerpir très, très vite. Je suis dans une situation dans laquelle je perçois quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qui me fait me dire: «Je ne vais pas avoir la capacité de m'en sortir». Ça, c'est s'il y a un vrai danger, c'est automatique. J'entends un gros bruit là, dans un instant, bah, je voilà, j'affronte l'ours, ça c'est quelqu'un qui réagit en réflexe de combat. Heu, heu et bégon, bah, réflexe aussi, de moitié fuite combat, c'est-à-dire qu'on va trouver une solution, mais en tout cas, il y a le réflexe de stress qui nous fait nous trouver une solution et qui nous fait prendre le bégon pour asperger l'animal. Donc ça, il faut pouvoir être en mode vigilance. On appelle ça aussi le mode hypervigilance, action. Alors, c'est très, très utile d'être comme d'avoir ce réflexe-là. On en a besoin, c'est un réflexe de survie. Par contre, dans une journée normale de la vie quotidienne, on continue à réagir comme ça de manière tout à fait inconsciente pour des choses tout à fait, en réalité qui ne sont pas des dangers. Une réunion qui nous stresse un petit peu, en fait, il y a pas de danger de survie. Mais nous, comme c'est notre mode de vie et notre environnement habituel, on s'est adapté à notre environnement habituel et c'est ça qu'on va associer à un danger à ce moment-là. Et si ça se passe mal, l'aspect mental qui se met en route. On parlait tout à l'heure, est-ce que c'est le corps qui dirige l'esprit ou le contraire? Bah, c'est les 2 en même temps. C'est-à-dire que ça se met en route simultanément pour essayer de penser à des moments de stress dans vos vies. Dès que se met en route: «Tiens, tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Est-ce que ma réunion, je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à faire tout ce que j'ai sur ma to-do list? Est-ce que je vais réussir à aller récupérer les enfants à l'heure?» et cetera et cetera. Il y a une réaction corporelle qui se met en route. Souvent, la réaction corporelle, il est assez fréquent, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous, vous pouvez être tous différents. La réaction corporelle, on a l'impression qu'elle suit la réaction mentale. Je perçois et ça suit. Pas toujours. Il y a des moments où on est en tension et du coup, on a du mal aussi à lâcher ce qui se passe. Les 2 fonctionnent vraiment ensemble. Je vais vous le montrer sur un petit schéma. Voilà, on a les 4 éléments, là, je vous l'ai mis ici. La physiologie du stress, donc c'est le réflexe de fuite ou combat, c'est-à-dire soit on va combattre, attraper la bouteille de bégon ou alors combattre l'ours, vraiment ce qui est pas tout à fait recommandé. Alors dans le cadre d'un ours, on peut toujours essayer, mais enfin quand c'est, le boss ou le supérieur ou le client, c'est pas tout à fait recommandé d'être dans un réflexe de combat. Mais on va avoir des gens, par exemple, qui sont plutôt dans, ce réflexe, par exemple, plutôt colère ou plutôt agressif. Le réflexe de fuite, ça va plutôt être: «Je veux pas y aller», un petit peu plus inhibé. C'est pas tellement recommandé non plus. Si à chaque fois qu'on a une présentation qui nous stresse un petit peu, on déguerpit, ça va pas tout à fait nous servir. Je vous le remets dans un instant le schéma et il y a une 3e, réaction qui est possible, qu'on oublie un petit peu parfois, c'est celle qui nous fige. C'est-à-dire que dans l'état, animal sauvage, c'est celui où l'animal, il va ne plus bouger, ne plus faire de bruit, comme ça, se cacher, en espérant que le danger passe et qu'on ne l'ait pas vu. On le fait aussi. C'est-à-dire que nous, on va se figer comme ça, une espèce de stupéfaction, qui, est très, très visible quand on a des très gros stress. Il y a un truc à l'intérieur de nous qui se fige, puis on a une partie qui ensuite reprend et fonctionne de manière assez normale, mais on peut avoir une partie de nous-mêmes qui est restée un petit peu dans cet état de complètement figé et je vous faisais la gestuelle, pourquoi je vous la fais? C'est pour que vous compreniez comment dans le corps ça se passe aussi, c'est hein et le danger est passé et ça se passe tout le temps dans la vie quotidienne. C'est normal. Ça nous permet de nous adapter. Tout à l'heure, je vérifiais que ma connexion marche bien. Tiens, est-ce que ça marche bien? Ah oui, ça marche bien. Ça, c'est normal, mon corps, il est fait pour s'adapter. Il retient pas ça comme un truc qui va être épuisant à la fin de la journée. Quand bien même, on va en parler à la fin de la journée, je prendrai probablement une pause de récupération, mais c'est normal. Mais si on multiplie ça par le nombre de jours et que c'est très, très répété ou alors que c'est des gros stress, l'organisme, il a un peu du mal à s'adapter.
hein. Ce travail d'adaptation, c'est pour ça qu'on parle parfois du stress. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu déjà ce mot-là. C'est un réflexe d'adaptation. On essaie de s'adapter à notre environnement pour trouver les ressources qui vont nous permettre de faire cette adaptation. Alors, le petit schéma, c'est pour vous montrer que simultanément, et c'est extrêmement difficile, c'est pour ça que je vous l'ai mis sur une roue de dire lequel préexiste l'autre, c'est qu'il y a, alors on va commencer par le mental parce que souvent, c'est celui-là qu'on remarque dans nos sociétés modernes, mais pas toujours. Il y a des gens qui viennent me voir et qui disent: «Mais moi, par exemple, j'ai tout de suite mal au ventre», même si avant de me dire qu'il y a un truc qui me stresse, j'ai tout de suite mal au ventre, mal au dos, mal aux épaules, je fais comme ça. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous. Mais vous pouvez observer que ces 4 éléments se produisent. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, on va commencer à se faire du souci, on va commencer à ruminer, on va commencer à manquer de clarté, on va commencer à oublier des trucs, on va commencer à être un peu plus brouillon, commencer à avoir du mal à prendre des décisions, peut-être à être un peu plus négatif. Ça, c'est le petit vélo qui commence à se mettre en route et qui tourne. Simultanément à ça, on le disait, il y a quelque chose de physique qui se passe. C'est-à-dire que, mais l'autre peut être vrai aussi, hein. Par exemple, on peut entretenir le réflexe de stress si on a soif, faim, qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas assez dormi, on va le voir. Ah, le corps va. Et là, ça commence à tourner. C'est pour ça que les deux sont vraiment importants à prendre en compte et que ce n'est pas l'un ou l'autre ou l'un après l'autre. Ce qu'on essaye de Heu, comment dire? J'allais dire s'attaquer, c'est pas très joli parce que c'est un peu guerrier comme vocabulaire, c'est pas l'idée du tout. De rééquilibrer chacun des aspects de notre vie et c'est pas l'idée de faire vraiment la liste et de cocher toutes les cases et de faire parfait. C'est que quand je vais m'attaquer à l'un, ça va se répercuter sur l'autre et j'essaie de créer une roue plus positive. Donc ça, c'est l'aspect très corporel. Il va y avoir des tensions musculaires, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir sensation, hein, on est beaucoup d'entre nous, on est un petit peu bloqués au niveau du cou, au niveau des lombaires. Je le disais tout à l'heure, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des tensions, crispations dans les jambes, ce genre de choses. L'aspect émotionnel fonctionne, c'est un petit peu le trait d'union entre le corps et l'esprit. C'est qu'on va commencer, quand on est un petit peu là, au niveau du petit vélo qui rumine et puis le corps qui est tendu, on va en général avoir, parfois on ne la remarque pas, mais il y a une émotion qui va surgir de ça. C'est un peu le trait d'union entre le corps et l'esprit quand ils ne sont pas tout à fait équilibrés, les 2 là, l'un ou l'autre ou les 2, souvent les 2, mais à des degrés divers, hein. Il y a des, encore une fois, c'est des choses qui se passent dans la vie quotidienne, de manière tout à fait normale. Hop, il va y avoir une émotion qui surgit. L'émotion, c'est un panneau de signalisation qui n'est pas négatif en soi, qui vient nous montrer qu'il y a un déséquilibre. Tiens, je ressens de la tristesse, qu'est-ce qui est déséquilibré à ce moment-là? C'est-à-dire, j'ai du mal à faire le lien, ça me crispe, et puis, je me sens pas tout à fait, oui, reliée à mon environnement, ça m'attriste, je trouve pas de solution, je suis un peu plus négatif et hop, la boucle se met en route. Et donc là, l'émotion, elle est tout à fait normale et l'émotion, elle est jaillissante. Quand on parle de gestion des émotions, c'est un petit peu, trompeur parce qu'en réalité, on les gère pas tellement, on les accueille. Là, l'émotion, on peut vraiment y mettre un peu un timing, c'est que un, elle surgit, on peut faire tout ce qu'on veut, l'émotion, elle va surgir de toute façon. Si elle est là, elle va surgir et heureusement qu'on a des émotions, sinon on n'est pas tout à fait, humain, en fait, hein, tout bêtement. Donc l'émotion, elle surgit. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire de la gérer? Ben, en réalité, ça veut dire la reconnaître, l'accueillir et la faire redescendre parce que rien qu'une fois qu'elle est vue et qu'elle est accueillie, elle redescend en général. Et ensuite, en s'occupant de l'aspect corporel et de l'aspect mental, on peut sentir le bien-être. Associé à tout ça, de ces 3 éléments-là, bah, il y a notre comportement adaptatif, ce qu'on disait du stress. D'une manière ou d'une autre, ça va soit m'aider à trouver une solution, ça va me mettre en mouvement, ça va me mettre en action en mode qu'on appelle sympathique, pour ceux qui connaissent ce vocabulaire, hein, de sympathique, parasympathique. Ben, on se met en stress, mais c'est pas forcément négatif et on a un comportement qui s'adapte. Quand les 3 là, mental, corps et émotion sont pas tout à fait, hyper, sereins, c'est là où on va constater que nos comportements sont pas hyper sereins non plus. On va peut-être développer des problèmes de sommeil et puis voire même une procrastination à aller se coucher, par exemple. On va peut-être compenser par des comportements peut-être d'hyperactivité, d'hyperconnexion. On va avoir des maladresses, des oublis, difficultés à se détendre, des tensions qu'on n'arrive plus à évacuer. Et ça, c'est l'adaptation à cet environnement pour qui nous donne l'impression qu'on a les ressources. Le problème, c'est quand cette adaptation, en fait, on pousse notre corps et notre mental à s'adapter, à trouver des solutions et on oublie l'aspect récupération ou en tout cas on essaye, mais on n'a pas forcément une récupération efficace. Alors typiquement, les grands exemples de ça, ça va être des gens qui, arrivent quand même à dormir, mais se réveillent, fatigués le matin. La récupération est plus efficace. Ou alors on fait une petite pause dans la journée, mais en fait ça n'a pas vraiment changé les choses.
on a peut-être pris un café avec un verre d'eau, et en fait, on se rend compte que la fin de la journée, on est quand même crevé et on a du mal. Ou alors on rentre à la maison, puis on se dit qu'on va passer une bonne soirée et finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On sent qu'on est encore électrique, on sent qu'on n'a pas complètement on n'est pas redescendu de notre journée. Alors il y a une raison assez simple à ça, et qui est là dans vous voyez les phases d'alarme, de résistance et d'épuisement. Le stress, la première phase, c'est l'alarme, c'est je sens le stress, enfin je voilà, j'ai le peut-être, je sens que ça s'agite un petit peu, puis il y a peut-être un truc que je dois résoudre en urgence, par exemple, une urgence de travail, hop, il faut que je trouve une solution maintenant. Je vais avoir une alarme. Si je suis assez connectée à moi-même, je sens bien que je suis en train de monter en stress. Ça, c'est normal et l'événement, il passe et l'exemple que je vous prenais tout à l'heure: «Tiens, est-ce que ça va bien marcher? Mes fils, mon chargeur, mon machin, mon truc». Ouais, c'est bon, on va pouvoir y aller, hein, tranquille, et on va, faire un peu de respiration dans une seconde et tout va bien se passer. Ça, c'est l'alarme, ça redescend, c'est absolument normal, l'être humain, il est fait pour faire ces oscillations-là. Quand on a beaucoup de stress de manière répétée tous les jours ou des gros coups de stress, voire pire les 2 en même temps, des gros coups de stress répétés, là, on entre dans ce qu'on appelle une phase de résistance. On est dans une hypervigilance, c'est presque comme si on attendait le prochain truc qui va pas se passer comme il faut et on est toujours un petit peu comme ça: «Qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui?» Et déjà, on commence la journée, on est déjà en apnée, en fait, hein. Peut-être que certains d'entre vous arrivent à se relier à cette sensation-là de voilà, on commence la journée, on est déjà en apnée et puis, on va espérer qu'à 18 ou 19 heures, on redescende de ça. Alors, cette phase de résistance, elle est normale, on arrive à s'y adapter, mais ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'elle se transforme, cette phase de résistance, en épuisement. Donc il va falloir trouver des moyens, la méditation en est un, de venir faire des pauses volontaires, d'inverser la machine, d'appuyer sur la pédale de frein, de récupérer pour éviter d'aller dans la phase d'épuisement qui se transforme, au bout de l'échelle, burn-out. Hein, le burn-out, c'est avant tout une réaction physiologique, d'effondrement physiologique, parce qu'on n'arrive plus à s'adapter, vraiment corporellement, hein, on n'arrive plus à faire cette adaptation au niveau de notre système nerveux à notre environnement. C'est multifactoriel, donc je ne peux pas vous dire, c'est à cause de ci ou de ça. C'est un ensemble de choses, on le voit bien sur la route. Bah, voilà, bah, Anaël, bah, merci, peut-être ça vous parle, ce côté vraiment simultané et c'est en allant regarder comment je peux rééquilibrer un certain nombre de choses en commençant par des petits pas, qu'au bout d'un moment, ça se réhabitue à fonctionner autrement et ça s'adapte mieux à l'environnement et là, on crée alors j'aime pas trop résistance, on parle nous de résistance, plutôt la phase de résistance, pas très, très positif, quand on parle de stress. Mais en tout cas, peut-être une résilience, en tout cas une capacité à s'adapter, à venir, tourner notre capacité d'adaptation à ce qui se passe autour de nous plus positivement. Alors on va voir maintenant comment on va faire ça concrètement, hein. Alors le 1er outil et je pense que tous vous en avez entendu parler à des degrés divers et peut-être que certains d'entre vous le pratiquent déjà. Mais la respiration, c'est en fait notre pédale de frein du système nerveux. Donc là aussi, petite explication physiologique, très, très simplifiée. On a à l'intérieur de nous, qui est relié à notre cœur, cerveau et même après à nos intestins, notre système nerveux autonome, on a comme une pédale de frein et d'accélérateur qui vient nous indiquer: «Ah, le cœur s'accélère, ah mince, qu'est-ce qui est en train de se passer?» et à l'inverse, qui vient aussi parfois en mode descendant: «Il est en train de se passer un truc, je n'arriverai jamais à être à l'heure», mode descendant, accélération et ça continue tout le corps, mais c'est ça qu'on sent en général, on le sent de là à là, hein. C'est pour ça que je vous parle de ça, mais c'est aussi connecté, à toutes nos fonctions vitales en réalité, hein, donc c'est aussi connecté, à la manière dont nos yeux, clignotent, ou pas, clignent ou pas, à la manière dont on digère, à la manière c'est pour ça qu'il y a des répercussions, jusqu'à la pousse de nos cheveux qui est complètement automatique. On ne peut pas se dire: «Tiens, je vais arrêter de respirer là, puis on va voir si mes cheveux arrêtent de pousser là comme ça». Non, ça se passe en fait, hein, donc ça, on ne peut pas vraiment le contrôler. Par contre, on a un moyen de venir, appuyer, sur notre pédale de frein du stress. C'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Vous avez là, hop, j'ai un truc qui s'est ouvert, hop, je me suis mis en hypervigilance en mode, sympathique justement. Donc le parasympathique, c'est notre pédale de frein. Pour vous en souvenir, le mode sympathique, c'est le mode du stress, c'est celui qui est pas sympathique du tout. C'est celui qu'on sent bien passer, c'est celui qui se met en accélération. Ça, c'est le mode sympathique. Le sympathique, en réalité, n'est pas très sympathique. Et le mode parasympathique, c'est la pédale de frein. Et quand on vient faire une respiration sur un certain mode, on sait aujourd'hui, c'est complètement validé, ça a été énormément observé scientifiquement, il y a certains rythmes qui sont validés aujourd'hui comme étant la pédale de frein,
qui vient indiquer le message: «Si j'ai le temps de respirer comme ça en rythme, il y a pas de danger immédiat, on peut se détendre». Donc sans aller même dans: «Est-ce que la respiration nous aide vraiment? Est-ce qu'il faut que je médite? Est-ce qu'il faut que je me concentre sur quelque chose?» Rien que le fait de le faire, même si je ne sens pas le bénéfice, a un impact physiologique immédiat. Donc j'espère que pour certains d'entre vous qui peut-être ont pas le réflexe ou se disent: «Ça ne marche pas» ou inconsciemment attendent peut-être un résultat ou un bien-être ressenti plus important que ce qu'ils ont, sachez que rien que le fait de le faire, il y a quelque chose qui vient dire: «Pédale de frein». Donc c'est comme si vous étiez dans une voiture et vous avez freiné. Vous le sentez pas forcément parce que, je sais pas, vous êtes peut-être en train de rouler, dans votre journée, normalement. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de désescalader du mode stress, même si on le sent pas. Alors, des applis de cohérence cardiaque, oui, et je vais même vous mettre le rythme là et je vous propose quelques instants. Quand la bulle monte, prenez votre temps de vous poser simplement. Vous allez voir qu'il y a pas besoin particulièrement ni de se préparer ni rien. Quand la bulle descend, on expire, quand elle monte, on inspire. Ça, c'est le rythme. Je vous invite à le faire en même temps. Pour certains, le rythme au début, il est difficile. Si vous sentez que, bah, tiens, l'inspire, c'est peut-être un peu long, ça peut être qu'on est un peu bloqué au niveau du diaphragme, là aussi, ça vous permet de faire un petit bilan. Normalement, avec un peu d'entraînement, parfois avec un petit peu être allé chez l'ostéo ou le kiné pour débloquer les muscles du dos qui empêchent peut-être la respiration, ça c'est fréquent, ou boire bien parce que là aussi ça peut avoir un impact sur notre tension musculaire, l'hydratation. Normalement, avec un petit peu d'entraînement, on est capable d'inspirer quand la bulle monte, d'expirer quand elle descend. Au bout de quelques inspires-expires, déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui ralentit à l'intérieur de nous. On peut mettre sa main, par exemple ici, pour garder comme une espèce de point de repère qui nous permet, rien que le fait de poser la main, de sortir un peu du mode mental et de venir automatiquement, puisque notre cerveau, il est bien connecté quand même à notre corps, heureusement, hop, il y a un truc qui se dit: «Tiens, je suis là, je suis en train de respirer» et on se met dans ce mode qu'on appelle de cohérence, de régularité, de ralentissement. C'est-à-dire qu'en 1 minute, normalement, on inspire-expire. Alors, un cycle, c'est inspire-expire et on inspire-expire entre 12, 10, 12 à, pour les plus rapides d'entre nous, une 20. Si on est au-delà de 25, on inspire-expire. Alors, pas inspire 1, expire 2. Inspire 1, expire 1, c'est un cycle. Inspire 2, expire 2, deuxième cycle. Si on est au-delà de 25, il faut faire de la cohérence cardiaque vraiment. Il y a peut-être une hypertension qui est, latente là-dessous. Mais déjà, alors voilà, Respirotech, très bien. Respirelax, très bien. Moi, c'est ceux que j'utilise même au cabinet. Cohérence cardiaque, il y a une application qui s'appelle Cohérence cardiaque. Là, c'est une petite vidéo qui s'appelle Cohérence cardiaque aussi et on se met dans ce rythme. On sait aujourd'hui qu'il faut le faire plus de 2 minutes pour que ce soit vraiment efficace. En général, on fait des entraînements de 5 minutes, surtout au début et 5 minutes simplement après au-delà, il y a des gens qui s'ennuient. Mais quand on entraîne par exemple des sportifs, on fait jusqu'à une vingtaine de minutes, hein, donc on peut y aller, hein. La cohérence cardiaque, ça ne va pas vous faire de mal. Mais on ne cherche pas nécessairement à avoir ce rythme-là dans la vie quotidienne, hein. Dans la vie quotidienne, il est normal que je m'adapte, à la porte qui s'est ouverte, au bruit que j'entends, à ce que vous me dites dans le chat, normal. Mais de temps en temps, je viens faire redescendre mon système nerveux et là, que j'en ai conscience ou pas, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Vous voyez que ça peut être complètement, différencié de l'impression de relaxation que j'ai. Je suis pas forcément avachie sur mon canapé ou en repos, je sais pas, devant un truc à la télé, mais mon corps, lui, il est tout à fait au courant que là, il y a pas de danger, qu'il peut redescendre du stress. Mmh. Alors, très bien aussi pour ceux qui veulent arrêter de fumer en cas de coup de stress. Oui, d'autant plus que la cigarette est un faux ami. Ce qui est probablement le plus relaxant dans la cigarette, c'est le fait d'inhaler, hein, de respirer et le petit coup de nicotine qui vient agir sur notre dopamine et qui nous donne un petit moment de bien-être, pour, ceux qui fument ou auraient fumé dans votre vie et qui connaissaient ce truc-là. Mais c'est vraiment un faux ami, hein, donc ça vient stresser l'organisme, heu, plus qu'autre chose en réalité sur le long terme, donc ça, c'est assez important. Après, c'est toujours pareil, c'est extrêmement stressant aussi, donc ceux qui seraient en période d'arrêter de fumer,
ben, il faut vraiment prendre en soin votre stress de manière globale puisque c'est un petit peu on appuie, on éteint le feu d'un côté, on le rallume de l'autre. Il y a autre chose qui vient se mettre en stress. C'est pour ça que la cohérence cardiaque qui là vient agir sur la base de notre physiologie, fonctionne aussi bien. Moi, je vous invite à le faire en entraînement, quoi qu'il se passe dans votre vie. Pourquoi on dit parfois de le faire 3 fois par jour? C'est parce que, nos hormones de stress, quand on a un coup de stress, qu'on le sente ou pas, nos hormones de stress, il y a un pic, cortisol, adrénaline, pour ceux qui connaissent cette impression de coup d'adrénaline, monte. Et là, quand ça monte, ça va rester dans notre, organisme, dans notre sang pendant plusieurs heures. Ça va mettre ensuite plusieurs heures à redescendre. On a un coup de stress et ensuite ça devrait redescendre. Dans notre journée, c'est pas tout à fait ce qui se passe. On a un coup de stress, il y a pas assez de temps pour que ça redescende un système, enfin vraiment, niveau de base où on est bien. On n'a pas tout à fait descendu, que c'est déjà remonté à cause d'autre chose. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que quand on arrive à la fin de la journée, on est encore chargé en hormones de stress et qu'on a du mal à redescendre de manière automatique. Bah oui, parce que nos hormones de stress qui ont monté toute la journée, elles vont avoir besoin d'à peu près entre 3 à 5 heures pour redescendre. La cohérence cardiaque va faire redescendre en termes de vraiment physiologique, on n'est pas du tout dans ce qui se passe dans la tête, là, on est vraiment dans le corps. Appuie sur la pédale de frein avec la cohérence cardiaque, on redescend la machine en 3 minutes, l'équivalent de 3 heures. Donc ça a vraiment aujourd'hui, tout ça, on le sait, tout à fait. Vous pouvez facilement quelqu'un parlait de la comment elle s'appelle? La Respirotech, qui est très, très bien fait, par un, ancien médecin qui est à la retraite aujourd'hui, il me semble, mais qui a beaucoup, beaucoup étudié la cohérence cardiaque, notamment par rapport à la digestion, problèmes de poids. Il a beaucoup travaillé là-dessus, mais au stress en général, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est en stress, quelque part à l'intérieur, on se croit en danger. C'est pas le moment de bien digérer et d'être cool et d'être reposé. Et donc lui, il avait beaucoup étudié ce lien-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi théoriques pour ceux qui aiment bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi je vous donne autant d'explications? Il y en a peut-être qui se disent: «Oh, ça va bien les explications». C'est que pour une majorité d'entre vous, rien que le fait de comprendre ça, ça va déclencher quelque chose, de se dire: «La prochaine fois qu'on est stressé, je prends le temps de redescendre». Et qu'est-ce qui va se passer quand je redescends? Bah, en fait, toutes mes fonctions cognitives, mes émotions, elles redescendent aussi, si elles sont un petit peu, hautes. Donc, on peut le faire aussi quand se sent très, très émotif, hein, ça va marcher aussi, puisque tout est lié. Nos fonctions cognitives vont redevenir un petit peu plus claires, un petit peu plus stables, un petit peu plus fonctionnantes et notre corps va se relâcher aussi. Ça va m'éviter d'accumuler des tensions musculaires. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous ai mis aussi respiration abdominale. On ne va pas passer trop de temps là-dessus aujourd'hui, mais je vous invite à peut-être, venir regarder, la respiration abdominale. C'est simplement quand j'inspire, le ventre va monter un petit peu, quand j'expire, il redescend. On n'est pas du tout égaux, certains ne le sentent pas. Vous pouvez vous entraîner un petit peu, mais sachez que c'est un peu comme les chats. Quand le chat, il est en hypervigilance en train d'aller chasser sa souris, c'est pas du tout le moment d'être ce qu'on appelle en mode digestion repos. Mais quand le chat ensuite, il a terminé de chasser, il est plus en hypervigilance, il est au repos, vous pouvez mettre votre main sur le chat et le ventre, il monte et descend. Pareil sur un bébé qui dort, le ventre, il monte et descend. On perd ce réflexe ensuite en grandissant parce qu'on s'adapte à notre vie quotidienne et notre respiration s'adapte à tout moment de la journée. Donc il est normal qu'elle monte dans la journée quand on est en action. Mais c'est intéressant là aussi de rétro-pédaler et de venir stimuler la respiration abdominale pour pouvoir redescendre en stress. Mais on n'est pas tous égaux là-dessus, donc certains pourraient ne pas le sentir, donc on ne va pas forcément passer trop de temps là-dessus, mais vous pouvez tout à fait regarder, puis vous aurez les slides, donc vous pourrez ensuite aller approfondir point par point ce que vous voulez. Alors, attention aussi à la charge mentale parce qu'aujourd'hui, on baigne quand même dans un environnement. Là, c'est vraiment pour que vous fassiez votre petit bilan et là aussi, on a tous des emplois du temps très, très différents. Mais la surcharge d'informations dans tous les sens, de notifications, prenez des moments vraiment que vous pouvez mettre, nous on recommande ça dans les trainings, dans les formations, mais vraiment de bloquer dans son agenda des moments dans lesquels on essaiera de ne pas être dérangé. Je sais bien que tous, vous avez des gens qui viennent vous interrompre et tout, c'est normal, c'est la vie bureau, mais on essaye, on peut se bloquer vraiment, hein, fermer sa porte, bloquer. Ça ne veut pas du tout dire qu'on se bloque, qu'on n'est pas, on parle pas et qu'on n'est pas sympa et que non, pas du tout. C'est que là, il va falloir que ça se concentre et on ne peut pas à la fois être en mode papillonnage, répondre à tout le monde en même temps, multitâche et en mode: «Je suis concentré sur une tâche que je fais à fond». C'est pas possible, c'est 2 modes qui sont antagonistes.
Donc il faut apprendre là à fractionner, à compartimenter et à venir décharger, faire une espèce la méditation aide beaucoup à ça, à venir faire comme la poubelle mentale. Cer régulièrement, je viens, ceux qui sont un petit peu plus anciens que d'autres, ceux-ci se souviennent peut-être, les trucs d'informatique là où on apprenait, il fallait, comment on appelait ça? Comment on appelait ça? Défractionner les disques durs là, où il fallait, les nettoyer régulièrement. Bah, c'est un peu ça, il faut que de temps en temps, voilà, on nettoie ce qui se passe. La méditation aide beaucoup à ça. S Pour certains, la méditation va être difficile au début parce qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Bah, ouais, parce qu'on est en surcharge mentale, en fait. Dans ce cas-là, cohérence cardiaque pendant un moment et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on arrive à nouveau à venir se mettre en mode: «Je ralentis», heu et à pouvoir récupérer de manière plus efficace, hein. Alors attention à l'hyperconnectivité, c'est un petit peu, lié, hein, là aussi, bah, défragmenter. L'hyperconnectivité, c'est pareil, on ne peut pas à la fois être en mode carte mentale dans tous les sens et puis connecté sur 50 trucs et en même temps concentré. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Et là vraiment, je vous invite à bah, je j'ai pas de recette miracle en fait. Cette petite conférence, elle vous sert aussi à faire un petit peu le vrai du faux de où est-ce qu'on peut trouver des recettes miracles ou pas. Il y en a pas vraiment. Par contre, faire le point régulièrement, se prendre des temps d'organisation, ne serait-ce que d'organisation avec vous-même en fait, hein. Moi je fais ça, au début de semaine, je fais un meeting avec moi-même pour voir un petit peu. Évaluation, donc ça je me doute bien que vous le faites tous, mais on réajuste régulièrement. Comment je vais pouvoir m'organiser? En bloquant des moments peut-être dans mon agenda, hein, en mettant vraiment, bah là non, là j'ai un truc à écrire, là j'ai un contrat à faire, là je ne peux pas être dérangée. En venant travailler la concentration, là aussi, des choses comme la respiration et la méditation vont venir aider à entretenir petit à petit, à augmenter la capacité de concentration. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce phénomène de brouillard mental qui est augmenté après la période, alors que ce soit lié au confinement successif qui a changé un petit peu le télétravail et tous nos rythmes ont changé, c'est venu empirer, cette sensation de brouillard mental, mais aussi, pour ceux par exemple qui ont eu le covid ou d'autres, en fait, c'est pas le covid, c'est les infections virales, mais, peuvent aussi venir ont bien évidemment un impact physiologique qui vient brouiller la machine et cette impression de brouillard mental est très fréquente. Donc peut-être que certains d'entre vous ont vécu ça dernièrement, que ce soit un excès d'activité, que ce soit de grands changements de rythme comme ça tout le temps, il faut s'adapter en permanence, ça au bout d'un moment, ça brouille la machine ou quelque chose de beaucoup plus physiologique. À la limite, j'ai envie de dire, peu importe la cause, si vous sentez ça, la concentration, ça vient se retravailler. De cette concentration dépend aussi enfin, c'est pas que ça dépend directement, mais on a aussi noté que dernièrement, il y avait un peu un empirement, problème de motivation. On est fatigué et on n'a pas beaucoup de, comment dire? De récompense de nos efforts. Or la motivation, c'est quoi? C'est: j'ai l'impression que ce que je fais, c'est bien parce que j'en vois les effets et les efforts et je me sens soit reconnue, soit, j'aime bien donc ça me motive, tout fonctionne bien. Là, on a traversé une grande période dans laquelle on avait beau faire des efforts, il y a toujours un truc qui marchait pas, qui nous contrariait, qui marchait pas comme on voulait. Là aussi, des changements de rythme, des interruptions, d'une telle ou telle problématique. Alors ça arrive même, ça arrivait avant, la période de la pandémie. Mais là, c'est vrai qu'on a c'est pas pour relier particulièrement à ça, mais on a tous vécu un peu ça en multiplié par beaucoup. Donc on constate aujourd'hui, en tout cas au cabinet, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour ces problématiques-là. Je pense que c'est pas du tout par hasard. C'est pas non plus gravissime physiologiquement, mais ça demande de reprendre le contrôle volontaire sur ces questions-là et de venir faire on peut tout à fait se faire aider ou faire même en auto-coaching, ça va être des principes de base qu'on essaye de réenclencher la machine et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a d'un côté la motivation, notamment la motivation intrinsèque: «Tiens, ça me plaît, donc j'ai envie de le faire, donc je suis motivée» et puis le jour où ça marche pas, oh, c'est moins marrant déjà, ça me motive moins de le faire. Mais là, on a un super outil, alors qui est pas forcément on n'a pas très envie de l'utiliser celui-là, mais c'est la discipline en fait. Donc on va faire revenir la motivation en activant notre bouton d'habitude. Ce qui nous lie complètement à notre thème d'aujourd'hui qui est: on change petit à petit les habitudes pour, au bout d'un moment, réentraîner la roue à faire de grands changements et on retravaille la motivation et petit à petit, notre organisation, elle commence à payer et on commence à se rendre compte que nos journées, ça va mieux, qu'on finit moins stressé, que ça se réouvre et ça nous motive à nouveau à venir se
réenclencher cette roue un petit peu plus positive et peut-être refaire plus de choses, y voir un petit peu plus clair et voilà, on réenclenche la machine, et le cercle un petit peu plus vertueux. Alors, bah, je vous ai mis des petites idées, c'est-à-dire faire le point régulièrement, préparer ses journées. On oublie un petit peu, hein, on commence les journées en apnée, c'est fréquent. Éviter le mode multitâche, là aussi, quand on est en multitâche, on ne peut pas faire les 2 en même temps. On ne peut pas faire une tâche à fond et en même temps faire du papillonnage. C'est 2 modes qui sont complètement opposés. Donc là, en faisant par exemple de la méditation et puis à d'autres moments peut-être des activités plus créatives, on vient entraîner le passage d'un mode à l'autre avec le plus de fluidité, le plus de flexibilité. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est pas du tout de la perfection, de vous faire la liste: «Ah bah tiens, vous allez faire ça, 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 ça». Vous irez piocher ensuite en fonction de votre profil qui se dessine au fur et à mesure de ce que vous reconnaissez de ce que je vous dis. Mais c'est plutôt de travailler la flexibilité du passage de l'un à l'autre. Tiens, je suis en hyperconcentration, et ben, on va parler dans un instant. Oui, mais est-ce que j'ai pensé à m'étirer? Parce qu'à un moment donné, si mon corps il est comme ça, alors je vais être super concentrée, je vais être sur ma tâche, et puis à la fin de la journée, j'aurai fait ma to-do list. Et au moment de me déplier à la fin de la journée et de re-respirer, je vais me dire: «Tiens, c'est marrant, je me sens pas hyper bien ce soir et finalement, j'ai pas réussi à profiter top de ma soirée et à dormir très bien». Tout est lié. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais réapprendre à un moment donné que: «Ah bah oui, tiens, au début, ça va passer» et beh, vraiment, il y a pas de recette miracle. Ça, j'aimerais qu'il y en ait une. S'il y en a un jour qui la trouve, là, vous me la donnez parce qu'on la cherche encore. Mais c'est plutôt de mettre en place, heu, ben, au début, des dépenses bêtes, hein, vous voyez, tout bêtement, avoir une bouteille d'eau, peut-être avoir, des petites alertes de penser à faire la cohérence cardiaque, de se faire aider, hein, si vous voyez que vraiment c'est difficile pour vous de réenclencher le cercle vertueux et puis de changer les habitudes, bah, c'est exactement pour ça qu'il y a des nutritionnistes, qu'il y a des sophrologues, qu'il y a des coachs, et il y a vraiment pas, enfin en tout cas de mon point de vue et du point de vue des professionnels avec qui je travaille, il y a vraiment pas de tabou là-dessus. C'est pas qu'une notion de bonne volonté. Vous voyez tout ce qui est en jeu quand même, c'est là où moi j'aime plutôt les approches un peu déculpabilisantes, mais déculpabilisantes ne veut pas du tout dire: «Ah bah du coup on le fait pas». C'est vraiment trouver ce juste équilibre qui va être à la fois différent pour chacun. C'est pour ça qu'on peut en même temps donner des grands principes parce qu'on fonctionne tous sur le même système qui est le système nerveux et l'être humain. Mais ensuite, dans la spécificité de comment ça va se traduire pour vous, à la fois en symptômes de stress, en qu'est-ce qui va vous correspondre dans la journée, en quel mode d'alimentation va vous correspondre. Là, ça va être vraiment de l'individuel. Pour certains, l'individuel, vous allez réussir à le mettre en marche tout seul. Pour d'autres, il faut des coups de main. Bah, là, n'hésitez pas à vous, rediriger vers, toutes les possibilités d'aide, soit, proposées, au niveau des ressources humaines ou peu importe, ou à l'extérieur. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de choses, facilement accessibles, gratuites pour commencer, comme la Respirothèque qui est gratuite, Respirolax qui est gratuite. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, faire vous aussi votre là, il y a un petit truc qui est de venir travailler ce déclenchement proactif. Alors, savoir décrocher, établir des priorités, je pense que vous savez tous dans vos travails respectifs que c'est important d'établir des priorités. Il faut mettre comme priorité qu'à un moment donné, on décroche. Le jour de congé, c'est le jour de congé. C'est difficile au début, il faut absolument vous y tenir. Ça peut même être parfois pour ceux qui ressentiraient ça, c'est pour ça que je le dis, mais ça peut vraiment être presque vertigineux. Je hein, on se pose 2 secondes et pouf, on repart en action, on repart, on est en train de faire un truc. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce mode automatique du système nerveux qui s'est habitué à l'environnement et qui donc quand il lâche prise justement, hein, on va lâcher prise. Beh oui, c'est pas si évident se lâcher prise. Ça se cultive et ça s'apprend. Parce que ce qui peut se passer pour certains, peut-être que certains d'entre vous ont déjà senti ça, on vient se poser, puis en fait on est incapable de se poser, on est incapable de se reposer. Alors on peut s'endormir d'épuisement, mais en général après on a l'impression d'être un peu pâteux, puis de pas forcément avoir super bien récupéré quand même pour le long terme. Donc ça, c'est aussi un petit point de vigilance. On peut s'endormir, mais on est c'est pas forcément un endormissement de lâcher prise, plutôt un endormissement d'épuisement. Et petit à petit, on va essayer de venir alors lâcher prise, c'est pas facile ce mot parce qu'il est de plus en plus connoté, oui, c'est pas évident de lâcher prise, comment on fait? Connoté un peu développement personnel, recette miracle, mais c'est ça quand même. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'anxiété? C'est se rattacher à quelque chose d'invisible qui nous fait nous mettre en tension, en se disant: si je tiens, ça va passer mieux, je vais mieux y arriver». C'est le système nerveux qui fonctionne comme ça, de manière complètement automatique. Mais la réalité, hop, reprise du contrôle volontaire.
Bah, en fait, ça ne me sert pas d'être dans ce mode de tension. Donc j'apprends petit à petit à relâcher et au final à me rendre compte que tout est fait à la fin de la journée et voire même je me sens mieux donc en fait, c'est plus payant sur le long terme et on réapprend, vraiment on appelle ça une forme d'écologie intérieure. C'est-à-dire que sur le long terme, je me rends compte que si je sors de ce mode stress, de ce mode sympathique, non seulement au bout d'un moment, j'arrive à tout faire sur ma to-do list, mais en plus je me sens mieux et sur le long terme, c'est beaucoup plus payant. Hein, donc on apprend les moments de récupération, les moments donc de lâcher prise et à se préparer quand on a vraiment des challenges. Parce qu'il est normal quand même que si vous avez un gros truc de boulot, ça vous stresse, c'est normal, c'est absolument normal. Mais là, on apprend à déterminer ses objectifs. On peut se faire coacher, on peut demander de l'aide là-dessus, hein, mais à bien déterminer ses objectifs de manière claire, surtout si on sort d'une période un peu brouillon où on a du mal à sortir de ce brouillard mental. On réapprend petit à petit, ça passe par des choses très méthodiques, hein, par exemple, alors je vous ai mis là comme petit schéma, juste en dessous de l'importance de la gestion du stress, vous voyez ce qu'on appelle, peut-être certains connaissent, mais c'est la matrice d'Eisenhower, hein, c'est, qu'est-ce qui est important et urgent? Qu'est-ce qui est important, peu urgent? Qu'est-ce qui est peu important mais urgent? Et qu'est-ce qui est peu important, peu urgent? Alors là, carrément, je je le fais pas. Mais important, urgent, bah, là, il y a un problème dans lequel on va mobiliser toute notre énergie. Ce qui est important et peu urgent, on va prendre le temps de se préparer, on va prendre le temps d'appeler les ressources dont on a besoin parce que c'est sûr, on les a, mais quand on est en mode stress, on a du mal à aller les mobiliser. Ce qui est peu important mais urgent, on va le faire, mais on va se décharger un peu mentalement parce que c'est urgent, mais enfin, c'est pas très, très important, donc voilà, on va le faire. Et puis ce qui est peu urgent, peu important, bah, on va soit le déléguer, soit carrément pas le faire. Hein, donc ça, on réapprend à fixer des objectifs, à mettre des priorités et à aller mobiliser les ressources. On appelle ça vraiment aller optimiser nos ressources, nos potentiels. C'est sûr qu'on en a, mais c'est la première chose qu'on n'arrive pas à accéder quand on est sous stress. On vient aussi faire un petit bilan sur est-ce qu'on est en mode sprint ou mode marathon. C'est toujours un petit peu la même chose. Le mode sprint, c'est est-ce que j'ai par exemple une semaine entière de grosses, grosses réunions, je sais pas, un événement particulier, une semaine plus chargée, je vais être en mode sprint. Je sais donc que je vais avoir plein comme ça de choses à faire, que je vais être en tension. Bah là, je vais par exemple bien me préparer, avoir un peu de cohérence cardiaque à certains moments, avoir un meeting important, peut-être le soir avant de dormir, peu importe, mais je sais que je vais devoir sur une courte période, peut-être aussi manger un petit peu différemment dans cette période-là, être sûr que j'ai bien, un bon apport en protéines qui me permet comme si je faisais un sprint et bien boire de l'eau. Est-ce que je suis en mode marathon? C'est-à-dire que là, je sais que mes prochaines vacances sont peut-être dans 2-3 mois, qu'il y a quand même beaucoup de boulot, beaucoup de choses à récupérer, à réorganiser. Je vais essayer de veiller à être très bien organisée, là aussi, avoir le bon apport à la fois alimentaire, d'hydratation, qui va me permettre de tenir sur le long terme parce que je sais que je vais pouvoir récupérer. Peut-être que sur une longue période, il va falloir que je privilégie la récupération le soir, peut-être que je travaille en horaire décalé pour quelques mois. Tout ça, il faut le prendre en compte dans la manière dont vous allez ensuite venir, bah, un peu comme un sportif en fait, on fait les préparations, que ce soit pour les gens d'entreprise, c'est un petit peu la même chose que sur le mode de l'athlète. Simplement, on adapte, en fait et on essaye petit à petit de venir cultiver ce qu'on appelle l'optimisme réaliste. Il ne s'agit pas du tout d'être dans un monde de bisounours, je vais faire du développement personnel, me connaître absolument et puis être épanouie. Non, il y a des moments grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il se passe des trucs dans notre vie et qu'il y a des moments qui sont moins marrants que d'autres, voilà. Mais on peut venir cultiver ce qu'on appelle l'optimiste réaliste, réalité objective. C'est pas marrant en ce moment, mais je peux garder quand même confiance, espoir, j'ai les ressources, je vais réussir à gérer, hein. Donc c'est ça vraiment cette idée-là. Alors ensuite, au niveau du sport, alors attendez juste je vous demande 1 seconde. Voilà, normalement c'est bon, vous m'entendez bien à nouveau. Alors au niveau donc là on parlait plutôt de l'aspect, intellectuel, cognitif, mental, comment on se réorganise. Alors maintenant, on va voir plus, et quelqu'un mentionnait il y a un instant, le côté étirement. J'ai vu ça à un moment donné, j'essaye de revoir le petit commentaire. Étirement, attendez, il y avait décroché, je ne me souviens plus, j'ai vu dans le chat. Mais là aussi, bouger va être extrêmement important. Puisqu'on est dans une roue, corps, mental, émotion, bah, l'aspect corporel, bouger, alors bouger, c'est faire du sport, mais pas que.
c'est effectivement aussi venir faire des étirements dans la journée, venir changer de posture. On n'est pas fait pour rester dans la même position trop longtemps. Si vous êtes en télétravail, variez les positions. Essayez évidemment d'avoir un poste de travail assez ergonomique, mais attention. Ah, vous êtes en écho? Bah, alors attendez, normalement c'est bon. Moi j'avais un truc qui s'était mis, un petit attention justement au son. Normalement ça devrait être bon là. Son OK ici. Bon, j'espère que ça va se restabiliser. Hem, donc même quand vous êtes dans un poste de travail très ergonomique, où vous avez bien la distance des yeux, parce que là aussi on pense à s'étirer, mais pensez aussi qu'on est énormément sur les écrans. La fatigue oculaire a un impact sur notre système nerveux, hein. Les nerfs optiques sont reliés à système nerveux. Donc venez aussi régulièrement, relâcher vos yeux, peut-être faire un petit peu de palming comme ça, tout simplement, hein, de temps en temps. Bien hydrater vos yeux. Moi, je me balade toujours avec les gouttes pour les yeux parce que c'est vrai qu'à faire beaucoup d'écran, il faut venir aussi réhydrater les yeux. À peut-être mettre un filtre au niveau de votre écran. Moi, j'ai un filtre, de lumière bleue là tout le temps sur l'écran. Tout ça, c'est extrêmement important. On pense au sport, mais pas que. Les problèmes de sédentarité, les problèmes d'être figé dans sa posture, bah, ça entraîne aussi soit des maladies chroniques, soit un empirement des maladies chroniques. Ça a un impact direct sur l'hypertension, sur l'activité cardiovasculaire, sur, les sensations de jambes lourdes, sur, rétention d'eau, sur, le diabète, sur vraiment tout un tas, d'impacts auxquels on ne pense pas nécessairement. Donc toutes les 2 heures, une pause s'impose. Moi, c'est même plutôt toutes les 45 minutes que j'ai besoin de m'étirer. On est tous différents, hein. Il y en a qui vont le sentir tout de suite et qui vont avoir besoin de changer de position plus souvent. Même si c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, même si vous êtes très, très bien équipé, très ergonomique, on n'est pas fait non plus pour être absolument figé dans une position, la meilleure soit-elle. On est fait pour bouger quand même. Donc, pour se remettre en mouvement quand même côté sport, parce que là, pour tout ce qui va être activité cardiovasculaire liée à la respiration, liée au système nerveux, ben, il y a pas besoin de faire beaucoup. On peut faire 10 minutes par jour ou bien 20 minutes 2 fois par semaine. On peut commencer en faisant par exemple un petit peu de fractionné, c'est-à-dire qu'on va pousser un petit peu l'activité cardiovasculaire, puis faire de la récupération jusqu'à pouvoir faire peut-être, des séances un petit peu plus longues ou voilà, ça vraiment adapté. Il ne s'agit pas de dire: «Il faut absolument que je reprenne le sport, que je devienne un super athlète». D'ailleurs, je vous ai mis un petit point le cas particulier de l'entraînement intensif. L'entraînement intensif met le corps en mode stress. Donc pour ceux qui ont besoin, par exemple, de venir faire, des longs moments de running, après le travail, 5 fois par jour, ce qui est parfois des profils que je vois. J'ai besoin dans ma gestion du stress, de faire, 10 kilomètres, tous les soirs. Il se trouve que je travaille beaucoup avec le monde de la finance à Londres. Bah, j'ai des gens qui sont extrêmement hyper tendus et qui vont se défouler le soir en faisant, 10 kilomètres, hyper rapides. En fait, on entretient le stress et ça, c'est des gens qui ensuite n'arrivent pas à dormir. Donc déjà, on décale les moments d'entraînement et on favorise une activité qui vraiment vient réguler et réappuyer sur la pédale de frein, donc plutôt des activités avec un petit peu de cardio au début, mais ensuite on fait plutôt des étirements et plutôt, des choses qui font travailler la respiration autrement. On va venir se mettre en récupération, hein. Donc ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'entraînement intensif ou des séances de sport intensives, bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire: «Ne le faites pas», je suis en train de vous dire: «Faites-le», mais attention aussi à la manière dont vous le faites, quand vous le faites et quel impact ça a pour vous au moment, là, dans votre vie. Il y a des moments où, il n'y a pas de souci, on se prépare pour un marathon et c'est très chouette comme ça. Puis il y en a d'autres où on est plus dans des moments de récupération, on est peut-être plus stressé et on va peut-être favoriser des activités un petit peu plus détentes. Alors comment trouver la motivation? Ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose pour l'activité qui est plus cognitive et pour le travail. C'est pareil, c'est de faire des petits pas et par notre bouton qui plutôt le matin, le sport intensif, absolument, hein. Ouais, ouais, plutôt, d'une manière générale. Après, vous adoptez à ce que vous ressentez et à comment vous avez l'habitude de le faire et quel impact ça a pour vous, hein. Si vous ressentez rien du tout, que ça a pas d'impact, vous avez une super, tension et tout va bien, peu importe. Mais d'une manière générale, le sport intensif, plutôt le matin, absolument. Et la motivation, ben, on appuie sur le bouton discipline au début et surtout discipline, mais pas de culpabilité le jour où on ne le fait pas. On est aussi dans une société globalement où on a beaucoup, beaucoup, d'injonctions et non, nous n'avons pas forcément besoin de faire du sport tous les jours. On a aussi des vies bien remplies.
Mais c'est bien quand même si on fait, au moins 10 minutes ou même si on va marcher un petit peu, enfin voilà, ça a pas besoin d'être beaucoup, mais il faut qu'il y ait des changements de rythme, il faut qu'il y ait des changements de respiration et le sport, c'est aussi des endorphines et les endorphines, ça fait du bien. Donc ça nous permet aussi de redéclencher la motivation. Donc effectivement, le soir, plutôt du yoga et du pilates, c'est parfait. Après le yoga, ça dépend de la forme de yoga, mais oui, on est plutôt sur des formes de respiration, de calmement assez automatique, calmement, accalmie, apaisement du système nerveux, presque automatique en fait. Le yoga est très logique d'un point de vue physiologique, pilates aussi. Donc ça, bouger, c'est vraiment extrêmement essentiel. Alors, je vais quand même passer un petit temps sur le sommeil. On a déjà dit beaucoup de choses qui vont se rattacher directement, donc normalement, vous allez à peu près comprendre, comment se cale le sommeil là-dedans. Heu, il se trouve, et c'est pour ça que le sport est meilleur le matin d'ailleurs, qu'on est tous réglés sur ce qu'on appelle une horloge biologique qui s'appelle le rythme circadien. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous réglés pour avoir, au moment où la lumière du jour apparaît, l'œil qui capte une différence de luminosité, même les yeux fermés, et de toute façon on a l'habitude, hein, donc c'est comme ça, et vers 6 heures du matin, un petit shot d'hormones, cortisol, l'hormone du réveil, c'est la même que l'hormone de stress, donc elle est pas négative en soi, c'est celle qui nous permet de nous lever le matin, et il y a cette activité physiologique qui se met en route normalement avec la lumière du jour. Si tout se passe bien et qu'on est tous, pas trop stressés, sur un bon rythme d'horloge biologique, qu'on a bien dormi, que voilà, on est dans une bonne période, et ben, on est tranquille le matin, on se réveille et puis on sent cette petite, activité progressive, ce réveil progressif. Alors là, déjà, on remarque beaucoup d'entre nous, dès le matin, on a besoin d'un café sinon on n'arrive pas à fonctionner. C'est déjà un petit signe que notre activité physiologique, dès le matin, elle a besoin d'être un petit peu poussée parce qu'elle est probablement un tout petit peu déréglée. Mais c'est pas grave en soi du tout. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour s'adapter, donc on s'adapte. Alors, on est synchronisé sur 24 heures, donc on va avoir des cycles dans la journée qui sont en gros des cycles diurnes-nocturnes, hein. Donc on va avoir le cortisol qui nous met en route le matin et qui normalement tranquillement diminue tout au long de la journée avec d'autres hormones qui sont liées à notre système, à notre métabolisme qui rentrent en ligne de compte. Bref, celles qui nous font nous sentir bien, celles qui nous motivent, celles qui nous apaisent. Et puis, quand la lumière du jour diminue, l'hormone du stress normalement descend et l'hormone du sommeil, la mélatonine, certains ont sans doute, entendu parler de la mélatonine, monte naturellement quand la lumière du jour diminue. Donc ça, c'est normal, tout être humain est réglé sur 24 heures à plus ou moins, quelques minutes sur ce mode-là. Dans nos vies quotidiennes, on a les écrans, on a la lumière le soir, on doit se réveiller avant le réveil ou avant la lumière du jour, ou alors on n'a pas assez dormi, on est en dette de sommeil, donc on est plus fatigué le matin. Peu importe, on est un petit peu décalé. Normalement, on le vit pas trop mal, mais un certain nombre de facteurs peuvent vraiment venir dérégler la machine et là, on va commencer à voir qu'il y a des choses qui se dérèglent. Ça peut être au niveau de l'appétit puisque c'est pendant aussi notre sommeil que les hormones de l'appétit viennent aussi, enfin tout se recale en fait. Le sommeil sert à se recaler au niveau du métabolisme, à faire une espèce de purge psychique. Pour ça qu'on rêve, on se décharge, on voilà, et puis à, faire une récupération physiologique, cellulaire. Même les adultes, hein, on a encore des hormones de croissance, nos muscles se régénèrent, nos cellules se régénèrent, en particulier pendant le sommeil. Donc le sommeil est hyper utile et c'est pour ça qu'on est mode diurne dans la journée, nocturne dans la nuit, très, très bien réglé normalement et on s'en préoccupe pas. Tout ça, c'est autonome. Ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est donc notre environnement, donc est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que je suis empêchée de dormir? Est-ce que j'ai des enfants en bas âge? Les jeunes parents, ben, savent que l'environnement on ne le contrôle pas toujours. C'est pour ça qu'on apprend aussi à faire ce qu'on appelle les siestes du marin, c'est-à-dire à faire des récupérations flash qui nous permettent quand même de tenir et de garder notre métabolisme en bonne santé. Ça peut être des problèmes liés à l'alimentation, à la digestion, si on mange trop gras, si on mange trop, si au contraire on mange pas assez, si on a trop de lumière, si on a trop d'écran. C'est pour ça que filtre, lumière bleue, on essaie de capter la lumière bleue pour justement pas l'avoir dans l'œil parce que sinon ça nous rappelle qu'on est en mode diurne et on passe jamais en mode nocturne. Je reviendrai à l'insomnie, hein, qui vient d'une pathologie effectivement. La température pour venir
favoriser le sommeil, il va falloir être dans un environnement qui est bien tempéré. Si on a trop chaud, ça va pas. Si on a trop froid, ça va pas. Donc là, le corps va se caler aussi au niveau de la température et va venir adapter la température. C'est pour ça que parfois, prendre un bain chaud, ça peut, chez certaines personnes, être complètement contre-productif, puisqu'ensuite le corps va se mettre en mode refroidissement, donc va régénérer de l'énergie pour se refroidir, et ça nous réveille en fait, puisqu'on régénère, oui, on régénère de l'énergie pour venir se refroidir de l'intérieur. Si on a pris par exemple une douche très chaude ou un bain très chaud. Donc ça peut venir au contraire nous redonner de l'énergie et être un peu contre-productif. Donc ça, c'est tout un nombre de facteurs qui sont aujourd'hui très bien détaillés, un peu partout. C'est pour ça que s'il y a des questions, là, il y en a une sur les la pathologie, on va y revenir, mais vous pouvez assez facilement venir trouver les points à regarder pour vraiment réguler déjà, d'une manière assez objective votre sommeil. Maintenant, il y a quand même un truc, c'est pour ça que le stress était si central et que je vous en ai parlé tout de suite. C'est que si mon taux d'hormone de stress, il est beaucoup trop haut dans la journée, que je n'ai pas réussi à le faire redescendre, que j'ai pas fait ma cohérence cardiaque, ma méditation, que je ne me suis pas étirée, que je suis restée en mode stress, la mélatonine, le soir, elle ne peut pas monter. Donc je m'endors pas. Et ça, ensuite, quand on s'habitue à ça, l'horloge biologique se décale, on se crée un jet lag en fait. Et c'est, compliqué et c'est pour ça que le stress et le sommeil vraiment ne font pas bon ménage et que du coup, quand il y a trop de stress, au-delà du petit problème d'endormissement, ça peut aussi être des réveils nocturnes, ça peut aussi être des réveils précoces, mais un dérèglement métabolique, de la confusion, des problèmes de digestion, des problèmes de satiété qui vont au bout d'un moment apparaître en chaîne. Donc tout ça, c'est vraiment, des choses à regarder, pas de manière parfaite, mais à connaître, à pouvoir un peu identifier et puis surtout, il y a des fois où effectivement on va voir son médecin. Alors quand ça vient d'une pathologie, c'est très compliqué parce qu'il va falloir prendre en compte déjà quelle pathologie c'est. Il y a un cas donc par exemple la sophrologie pour la régulation du sommeil, ça marche très, très bien en général. Sauf dans un cas, c'est le cas d'apnée du sommeil. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de physiologique où il faut être appareillé, il faut faire de la rééducation. Parfois, il y a des opérations, ça ne marche pas toujours. Mais là, c'est vraiment médical. Il faut aller voir un médecin. Donc, quand on sait qu'on a de l'apnée du sommeil ou qu'on a un doute, par exemple, parce que la personne qui dort avec vous vous dit que vous ronflez de plus en plus fort ou que vous arrêtez de respirer pendant la nuit ou vous êtes épuisé le matin sans raison apparente, que vous avez tout checké, que vous avez un mode de vie à peu près sain, ça, c'est des choses où c'est pas parce qu'on fait, hygiène de vie qu'on va se dire: «Mais je comprends pas, j'ai une bonne hygiène de vie, je m'en pre» non, il y a des moments où il faut aller voir le médecin. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut pas régler avec des outils de développement personnel ou des méthodes, douces ou naturelles. Ça relève vraiment de il y a pas d'autre solution, en fait. Ouais, les opérations fonctionnent pas. Alors évidemment, il y a des gens qui préfèrent, essayer quand même ça, mais bon, en général, on sait à peu près alors là où des méthodes comme la sophrologie peuvent énormément aider, c'est qu'on peut venir s'habituer à l'appareil, par exemple, parce que c'est pas très agréable. Donc quand c'est par exemple une apnée du sommeil, on peut mettre en place des choses pour venir aider, mais on va pas régler la cause. De la même manière, ça peut être des médicaments peuvent venir poser beaucoup de problèmes au niveau du sommeil. Parce que là, on contrôle pas en fait, ça dépend de substances externes, qui ont un impact, sur ce qui se passe en nous. Mais donc là, il va falloir venir travailler tout autour pour venir travailler la récupération profonde, hein. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. D'où l'importance de connaître un petit peu tout ça et d'être capable de regarder comment je peux rééquilibrer quand il y a une des zones qu'on a vues tout à l'heure qui peut-être est un peu moins équilibrée. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions peut-être autour du sommeil? Alors je vois quelqu'un qui mettait magnésium et B6. Oui, parce que c'est vraiment le magnésium, c'est ce qui permet aussi c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater, c'est ce qui permet aussi de venir, aider à la régulation du système nerveux. Alors il y a beaucoup de théories autour de ça, donc voilà, c'est dans le cadre de la pathologie, c'est le médecin traitant qui prescrit ce qu'il faut pour dormir. Au niveau de la sophrologie, donc beaucoup de gens imaginent qu'on c'est naturel, on essaye toujours de faire au plus physiologique. Donc physiologique veut dire avec le moins d'intervention médicale possible, on vient essayer de réguler en se basant donc pour ceux qui connaîtrais pas forcément les tenants, les aboutissants et les détails de la sophrologie, en fait, on se base beaucoup sur qu'est-ce qu'il se passe dans le corps quand j'ai un stress ou un décalage de cette horloge biologique et on vient recaler ça, hein, donc c'est plus que de la relaxation, simple. Mais effectivement, on n'est pas a priori
contre les médicaments ou même, contre, les antidépresseurs ou les somnifères a priori. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels sous surveillance médicale, c'est absolument important parce qu'il va falloir quand même dormir. Mais on va venir essayer de soutenir le métabolisme tout autour pour faire en sorte qu'il y ait soit le moins de complications, soit que ça dure le moins de temps possible, le temps que l'organisme se recale, en fait. Alors, un petit point, quand même, avant de terminer, sur la gestion des émotions. Alors, là, on a parlé de ce qui est quand même assez, traditionnellement connu quand on parle d'hygiène de vie. On pense à l'hygiène corporelle, on pense à la nourriture, on pense alors on n'y pense pas toujours, mais à l'hydratation, à bien bouger, à venir quand même gérer son stress, même si on ne sait pas nécessairement tout ce qu'il y a derrière. Là, vous avez quand même, peut-être pour certains en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté peut-être une dimension supplémentaire sur la compréhension de ce qui se passe en nous dans ces domaines-là. Et puis, il y a quand même un truc qui est pour moi hyper important, c'est l'hygiène émotionnelle. Parce que, parfois, on a l'impression que, voilà, on fait bien de la respiration, on bouge et cetera, mais on va rester bloqué sur des choses qui sont plus des choses émotionnelles, dont on n'a pas forcément conscience, mais qu'on peut vraiment apprendre à déjà savoir reconnaître, à l'observer. C'est une grosse partie du boulot. C'est-à-dire quand on sait déjà quelles sont les émotions, comment elles se traduisent, les messages qu'elles viennent nous dire d'une manière générale. Alors ça, on peut l'apprendre, hein, i ensuite il faut venir, encore une fois approfondir et adapter à votre cas à vous et puis il y a comme des petites rééducations émotionnelles qu'on peut faire, mais en général, la tristesse, c'est une difficulté à se relier bien à notre environnement, à faire des liens. Ça peut être on se sent un peu isolé. La colère, ça va être quand on a l'impression qu'on n'est pas entendu, quand on a l'impression on peut pas prendre sa place, quand, «Non, mais il a pas entendu ce que je lui ai dit 50 fois» et ça commence à monter, on se sent frustré. La peur, bon, bah, la peur, c'est vraiment la gestion du stress, classique, hein, la peur, ça, je pense que vous arrivez tous à vous relier à la peur. Le dégoût, ça peut être, à la fois, ben, le dégoût, vous savez bien ce que c'est que le dégoût, mais parfois on dit, «J'arrive pas à le digérer ce truc-là, hein, ça passe pas, non mais ça me dégoûte cette injustice», donc ça peut aussi générer, tout un tas de conséquences émotionnelles qui sont absolument normales, qui sont en temps réel, qui passent très, très vite. Une émotion, elle passe en général rapidement, mais qui sur la durée peuvent se transformer en états, ce qu'on appelle les états d'âme, les états émotionnels. Je suis quelqu'un de triste, je suis quelqu'un de colérique. On n'est pas colérique à la base, on a une accumulation d'émotions de colère qui n'est pas sortie. Émotion, étymologiquement, c'est ex motion, c'est un mouvement qui sort. C'est pour ça que la colère, elle sort. C'est pour ça que la tristesse, elle sort, hein, plutôt par les larmes. Que le dégoût, il nous fait faire hein, donc il y a une manifestation liée à l'émotion. On n'y pense pas et c'est normal qu'on n'y pense pas parce que c'est tout à fait automatique et ça se passe sans qu'on ait besoin d'y penser. Puis une fois qu'on a senti l'émotion, vous avez peut-être tous déjà ressenti qu'une fois qu'on a une bonne colère, ça va mieux. Alors oui, ça va mieux, mais c'est jamais très agréable quand même. Donc il y a quand même si on fait aujourd'hui beaucoup pour mieux comprendre nos émotions, on a compris qu'il fallait en prendre soin, on a compris qu'il fallait les exprimer, il nous reste souvent un petit travail quand même à faire, c'est de l'exprimer de manière proportionnée à la situation, en intensité et puis la dépasser. C'est-à-dire vraiment, voilà, ça y est, là, je l'ai bien accueilli, je l'ai bien traité, je l'ai bien écouté et surtout, j'ai bien compris, et c'est ce que je vous ai un petit peu détaillé après, c'est que l'hygiène émotionnelle, ça va être par la reconnaissance, l'apprentissage que derrière chaque émotion, il y a un besoin. C'est ce que je vous disais, hein, le besoin, parfois de se sentir plus relié à notre environnement, le besoin d'être plus entendu, plus écouté, plus reconnu. Il y a des besoins qui se cachent derrière nos émotions. Quand nos besoins sont satisfaits, il y a pas d'émotion, en fait, enfin, il y a pas d'émotion. Il peut y avoir des émotions positives, mais je vois rarement au cabinet des gens qui viennent pour un excès de joie. Mais ça pourrait arriver, ceci dit, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des projets super intéressants sur lesquels ils travaillent, ça les met complètement électriques. C'est positif, ils sont super contents, mais ils n'arrivent plus à dormir, ils sont complètement en train de penser à leur truc tout le temps et ils s'épuisent et en fait, ils commencent à avoir des conséquences négatives de quelque chose de très, très positif. C'est pas la majorité des gens, mais je le vois aussi. Donc on apprend qu'il y a un besoin derrière et que derrière chaque besoin, bah, on va trouver la stratégie qui correspond. Est-ce que j'ai besoin plutôt de faire redescendre la pression? Est-ce que j'ai besoin de prendre un temps où je décompresse? Est-ce que j'ai besoin de prendre un temps avec moi-même où je vais justement regarder quelles ressources j'ai à ma disposition pour trouver une solution? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à lâcher prise? Est-ce que j'ai besoin de me faire aider, de me faire accompagner? On apprend qu'il y a
une tonne de stratégies. On a tendance à toujours voir en blanc et en noir, c'est parce qu'on s'adapte très, très vite et qu'on prend pas le temps, en fait, de faire cette hygiène émotionnelle. Mais il y a vraiment, autant de stratégies que de situations et que d'émotions et on vient petit à petit apprendre, trouver la stratégie qui va correspondre de la manière la plus appropriée, proportionnée à l'émotion qui est en train de jaillir et elle jaillit, hein. Donc le pire dans la gestion émotionnelle, le pire qui puisse se passer, donc là aussi je vous le dis parce que parfois c'est un contresens qui se passe, c'est qu'on est plein de bonne volonté pour gérer nos émotions, pour apprendre à les accueillir, pour apprendre à vraiment faire avec, et puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met un couvercle dessus, on s'en rend pas compte, hein, c'est un système ce qu'on appelle les mécanismes de coping et hop, en fait, je l'écoute pas réellement et ça, c'est de l'apprentissage en fait, hein, et c'est pas du tout tabou les émotions. C'est pas parce que parfois c'est haut en couleurs, on apprend en là aussi à avoir une réponse adaptée, proportionnelle à la situation, à la conversation, à ce qui est en train de se passer. C'est pas grosse colère pour grosse colère parce que ça fait du bien et puis l'autre ensuite il se tape les conséquences, de rumination de la colère qu'il y a eu. Si ça arrive, bah, on apprend aussi à se donner énormément d'empathie et à aller trouver l'autre et à dire: «Bah, je suis désolée, j'étais énervée». Et donc à bien communiquer. C'est ce qu'on retrouve dans les grands principes de ce qu'on appelle la communication non violente, qui est une méthode de communication déjà interne, hein, avec soi-même. Est-ce qu'avec moi je suis bienveillant déjà? Ça commence par là, avant d'être bienveillant avec l'autre. Je vous invite à regarder, hein, si vous voulez. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les communications non violentes, que ce soit en entreprise, avec nos enfants, d'une manière générale. Il y a un ouvrage de base qui s'appelle «Les mots sont des fenêtres», qui apprend ce processus, ce principe de communication non violente, qui repose là-dessus. Je viens écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est le fameux, le chacal et la girafe, c'est comment on se parle à l'intérieur de nous. Pourquoi la girafe? Parce que Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, avait pris cet exemple de girafe parce que c'est l'animal qui a proportionnellement le cœur le plus gros et qui a très envie de se relier, d'être dans l'empathie et de faire bien les choses. Et puis le chacal, qui est constamment alors à l'intérieur de nous, c'est comme ça tout le temps. On se dit souvent plein de choses, on espère, bien se traiter soi-même et être bienveillant envers soi-même et puis on passe notre temps à nous juger, nous-mêmes déjà. Donc on apprend à quelqu'un dit: «Il faut savoir prendre de recul sur une situation», bah, c'est exactement ça, c'est qu'on vient faire l'apprentissage de cette prise de recul, de regarder un petit peu plus clairement ce qui est en train de se passer et de se dire: «Non mais là, je suis complètement en mode, jugement chacal, colère et tout, je sors de ce mode-là, je fais un peu de cohérence cardiaque où je trouve ma stratégie». Alors ça se fait pas de manière aussi alors au début, c'est un petit peu laborieux comme ça, puis on le fait d'abord avec soi-même, hein, avant d'aller voir, l'autre et puis de dire: «Attends, on va devoir, se faire de la communication non violente». En général, si l'autre est pas disposé, il faut le faire avec soi-même en premier, ce qui est un peu injuste parce que parfois on dit que c'est l'autre qui en a besoin, mais c'est déjà un mode d'écoute interne. C'est pour ça que vraiment, pour moi, ça fait partie de l'hygiène qu'on devrait avoir, surtout dans les périodes de vie qu'on traverse en ce moment où globalement, d'avoir ce réflexe de venir se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi?» La méditation, là aussi, elle peut parfois permettre, notamment méditation guidée. N'hésitez pas en fin de journée de venir faire un peu le point avec vous. Comment je me sens là? Où elles en sont mes émotions? C'est vraiment une gymnastique, c'est un entraînement, donc pas de panique si on a encore des excès de colère, si, en fonction de votre profil, de ce qui se passe pour vous, de comment ça se traduit pour vous. Mais c'est ça qui va faire ensuite que petit à petit, bah, on s'installe dans un émotionnel plus serein qui permet des relations plus sereines. Hein, donc prendre du recul, ça permet de rétablir, avant déjà du bien-être avec soi, mais des relations plus sereines et ça m'amène vraiment à cette conclusion qui est que dans l'hygiène et les changements comme ça qu'on fait, il y a quand même quelque chose à regarder, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec soi-même et bien manger et gérer son stress et faire attention à nos émotions mais surtout attention à ne pas se remettre là-dedans dans une forme de contrôle, ce qui est assez fréquent, c'est pour ça que je vous le dis, c'est la petite vigilance à avoir. C'est qu'on va pas se mettre dans l'hyper-contrôle de tout ça, on va bien digérer que oui, il y a un fonctionnement corporel, un fonctionnement émotionnel. Peut-être que pour certains qui entendent certaines choses pour la première fois aujourd'hui, ça va demander des petites adaptations, de revenir à l'information, de réécouter des podcasts, des conférences, peut-être même de faire un travail en individuel avec des coachs, des thérapeutes, ce que vous voulez, parler à votre médecin. Puis petit à petit, on s'installe dans ce cercle plus vertueux. Mais tout ça, on le fait quand même, bah, au bout d'un moment pour être bien aussi avec l'autre, parce que si on le fait tout seul avec nous-mêmes, il manquera toujours un petit quelque chose. Et là, je vous invite vraiment à regarder aussi, à partir de Stéphanie dit à partir de trouver son propre équilibre complètement, bah, dans trouver son propre équilibre, bah, c'est aussi entre vous.
Ça commence au bureau, mais dans vos vies quotidiennes, enfin, ça commence au bureau, non, dans notre vie quotidienne, mais au bureau ou dans la vie professionnelle, à la fois à compartimenter, à vous reposer, à vraiment mettre des limites, mais aussi à trouver comment être bien avec l'autre. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, bah, prendre des moments avec vous-même ne veut pas du tout dire, on ferme la porte, on veut absolument plus rien voir et plus entendre parce que tout, est compliqué à gérer et qu'il y a, beaucoup trop de choses. On vient petit à petit recréer un équilibre et recréer un équilibre aussi avec les autres. Et pourquoi je vous parle des autres? C'est que quand on étudie un petit peu le concept dont on entend beaucoup parler de résilience, et ce sera un petit peu mon mot de la fin, on entend un peu parler de résilience à tort et à tort et à travers, en tout cas à toutes les sauces en ce moment, comment rebondir et cetera. Ben, il y a 2 facteurs qu'on oublie, c'est le facteur temps, c'est-à-dire qu'on se donne le temps. Je vais pas vous dire qu'il faut 21 jours pour changer une habitude parce qu'en réalité, d'une étude à l'autre, on se rend compte que c'est entre à peu près 3 semaines, jusqu'à à peu près 1 an. Donc ça dépend vraiment de quel équilibre on parle, de comment s'est installé le problème, de qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les émotions en jeu, quel enjeu ça a pour nous, quelle urgence ça a pour nous, quelle motivation on a. Et puis il y a le temps, donc là vraiment s'écouter, prendre le temps, ne pas relâcher ses efforts, c'est ce système de discipline, mais sans rentrer dans un contrôle supplémentaire. On s'autorise aussi les moments où ça va pas. Et le lien, les autres. Donc c'est de continuer à aussi prendre, des nouvelles les uns des autres, c'est de continuer même si ça passe par des toutes petites choses, même si vous avez l'impression que ça sert à rien, c'est de continuer déjà à partir de votre petite échelle à vous, bah, de continuer à créer des environnements qui sont sécurisants pour tout le monde, bienveillants pour tout le monde, dans le moins de jugement possible. Et puis de là, bah, ensuite on vient travailler collectivement, ce qui est un tout autre chapitre. Mais là, au moins, vous avez tout ce qu'il faut pour décoder ce qui se passe en vous, pour remettre de l'équilibre dans tout ça. N'essayez pas de faire tout absolument parfait. Encore une fois, on essaye de couvrir des sujets très, très larges, le plus de points possible. Vous si vous les souhaitez, vous pouvez tout à fait avoir les slides qui peuvent vous servir de points de repère. Faites de la cohérence cardiaque, faites de la méditation, faites de la sophrologie. Il y a énormément de choses disponibles aujourd'hui et quand vous vous sentez prêt, prête, eh ben, vous pouvez approfondir encore un petit peu plus, passer à l'étape d'après et vraiment, c'est à chaque fois de venir revisiter ces principes-là avec tout ce que vous avez pu. Parfois, il y a des pas en arrière, ça fait partie du «jeu» entre guillemets, et faire en fonction de vos besoins et nous sommes tous différents. Exactement Stéphanie, c'est ce qu'on a dit dans la gestion émotionnelle et c'est vrai de toute façon aussi pour le corporel, voilà. Donc c'était un petit peu le panorama, le d'ensemble, de tout ce qu'on peut regarder, faire. Je sais bien qu'il y a plein de choses qui sont extrêmement de bon sens, mais l'idée, c'est aussi que vous ayez peut-être un tout petit peu plus d'explications sur l'impact vraiment physiologique. C'est pas qu'une question de volonté, un tout petit peu plus justement de compréhension de ce lien corps-esprit qui petit à petit, je vous assure que, bah, c'est en continuant en faisant ça, à venir vous informer, à venir écouter, réentendre le message qui va vous emmener vers une autre pratique et puis encore un autre truc et on dessine notre propre cartographie. Voilà. Donc n'hésitez pas à pratiquer le plus possible, mangez bien, buvez bien de l'eau, peut-être un petit peu moins de café, même si c'est pas du tout interdit. Vous aurez les slides et le replay, il y a pas de souci et puis vous êtes libérés pour le moment. Allez manger si c'est pas fait justement. Peut-être faire une micro sieste, pas plus de 20 minutes, et puis bouger cet après-midi, voilà. Merci à vous tous, merci, pour vos questions, pour votre présence.